Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Alors, pour une fois, c'est pas Carole Dufouil qui, même si c'est elle qui a organisé évidemment ce webinaire, mais Carole m'a laissé la parole parce qu'on avait invité Peter Leroy. Le 24 avril, il devait nous faire un séminaire à l'ISPED et en fait, vu les circonstances, le séminaire n'a pas eu lieu. Il est rentré dans les Pays-Bas et Peter Leroy, en fait, est un… Alors, je lis son CV en bref de ce qu'il nous avait envoyé. Un sociologue, politiste de formation, 40 ans de recherche sur les aspects politiques des enjeux environnementaux, 25 ans de professeur en sciences politiques de l'environnement aux Pays-Bas, et qui est venu en 2019-2020, c'est comme ça qu'on a rencontré Peter, sur Bordeaux, à l'Institut des études avancées de l'Université de Bordeaux, comme professeur invité, sur une thématique qu'il a définie lui-même, qui était de regarder les, euh, les différentes disciplines dans l'université, activités autour d'un thème d'inégalité environnementale qui allait bien dans ce qu'il avait fait et ce qu'il pouvait peut-être amener à l'Université de Bordeaux comme réflexion. Voilà, Peter, je te laisse la parole. Puis peut-être tu peux compléter aussi sur ta mission à Bordeaux. Et puis, on reprendra la parole avec Isabelle pour les questions. On est à peu près vers 40 participants, c'est pour te dire, ça monte encore. À toi la parole, Peter, et merci beaucoup d'être avec nous en webinaire. Merci Simone, merci Isabelle. Bonjour à vous toutes et tous sur Bordeaux. À ce moment, physiquement, je suis aux Pays-Bas. Comme Simone l'a évoqué, j'étais sur Bordeaux sur invitation de l'université dans la période du 1er novembre jusqu'au mi-mars. Et à ce moment-là, suite au coronavirus, j'ai dû quitter le pays de façon prématurée et plus ou moins abrupte. Le but essentiel de ma visite sur Bordeaux était d'essayer d'identifier la recherche qui a déjà lieu à Bordeaux sur les inégalités environnementales dans diverses facultés, à divers instituts, dans diverses structures, qui range de la faculté du droit jusqu'à la biologie et de l'économie jusqu'à l'ergonomie, pour en nommer que quelques-unes de ces multiples disciplines. Ce que je voudrais faire à Bordeaux, c'était non seulement d'identifier ces différentes recherches, mais de rechercher des points de convergence. C'est-à-dire que la recherche sur les inégalités environnementales à ce moment, à toute université, à Bordeaux comme ailleurs, est un peu, disons, un peu fragmentée. Il y a de multiples perspectives. Il y a des gens qui se connaissent depuis bien des années, comme c'est le cas avec Alain Garrigou de l'Institut de technologie d'une part et Isabelle Baldi et autres de l'ISPED de l'autre part. Mais il y a aussi des gens qui, quand j'ai parlé avec eux pendant ma visite sur Bordeaux, ils se sont dit, tiens, il faut me nommer une personne que je ne connais pas. Et donc, je voudrais en fait identifier des points de convergence et voir s'il y aurait des opportunités à connecter la recherche de l'un et de l'autre, à voir s'il y avait des opportunités pour faire la recherche plus interdisciplinaire ou plus pluridisciplinaire. Ce que je voudrais vous présenter ou partager avec vous cet après-midi, c'est une partie des résultats de mes explorations euh, qui, d'une part, était une exploration de la littérature française. Je connais un petit peu la littérature internationale, donc je me suis plongé dans la littérature française pour voir les spécificités, les particularités de la discussion sur les inégalités environnementales en France, et j'y reviendrai dans une minute. Euh, Deuxième élément, je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai fait en termes de recherche et d'exploration sur Bordeaux.
je me focalise sur des aspects que je pense être pertinents pour les médecins, pour ceux qui étudient les médecins, pour le monde de la médecine, etc., dans le sens large du mot. Bon, voilà en termes d'introduction. Désormais, vous avez bien sûr observé que ma maîtrise du français n'est pas parfaite, mais je me débrouille, je pense, et Non, j'espère elle est très bien. d'être Peter, elle clair est très bien. pour vous toutes et tous. Bon, une organisation en 3 points. Premier point, de quoi parle-t-on si on parle de, en anglais, environmental justice, la justice environnementale, mais déjà traduire ce terme de l'anglais en français a une série de conséquences sur lesquelles je reviendrai dans quelques minutes. On parle d'un mouvement social, on parle aussi d'un phénomène empirique qui a étudié et qui a été objectivé, disons, dans différents pays du monde, y compris bien sûr la France. Puis, il faut que je vous clarifie quelques concepts et que je vous donne quelques exemples empiriques pour être sûr que ce concept de la justice environnementale ou les inégalités environnementales soit plus clair, soit plus pertinent et que vous comprenez la pertinence dans une série de domaines différents. Et puis, troisième partie, je voudrais là me focaliser sur le monde de la santé avec quelques exemples historiques sans doute connus par beaucoup, sinon par tous d'entre vous. Et puis, je voudrais aborder la santé comme un bien commun, un terrain comme il y en a beaucoup d'autres dans un état de prévoyance. Et donc, il y a des discussions sur l'accès inégal sur un effet Mathieu, etc. Et je voudrais conclure sur un exemple avec les travailleurs de la vigne et du vin, un exemple d'ailleurs que j'ai pris d'un article de Isabelle Baldi, Alain Garrigou et quelques autres collègues bordelais et au-delà du bordelais. Bon, je venais de dire à Isabelle qu'aujourd'hui, exactement 37 ans, j'avais soutenu ma thèse. C'était en 83 et franchement et honnêtement, à ce moment, le mot environmental justice ou le concept inégalité environnementale pour moi était inconnu. Et c'est une anomalie, je ne crois pas, puisque c'est dans les années 80 qu'aux États-Unis, on voit émerger un mouvement qui se dit Environmental Justice Movement et qui, à certains moments, revendique même une sorte de racisme environnemental. Ce sont des concepts forts, hein, bien sûr, et on est là dans la pleine actualité en ce qui concerne le mouvement antiraciste qui a vu le jour aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays dans les dernières semaines. Ce mouvement de la justice environnementale, il faut le clairement distinguer du mouvement écologiste mieux connu, parce que si ce dernier était surtout porté par les classes supérieures et par les classes moyennes, le mouvement de la justice environnementale était vraiment porté par la communauté noire aux États-Unis. Et voici leur revendication et leur enjeu. Ils sont partis du constat que beaucoup de dépôts d'ordures, des incinérateurs de déchets, ont été localisés dans des quartiers déjà défavorisés, peuplés par des Noirs, par des Latinos, par des gens de First Nation au Canada, etc. Et donc, leur revendication essentielle était de dire nous sommes exposés de façon disproportionnée à la pollution du bruit, à la pollution de la qualité d'air,
à la pollution de l'eau, aux odeurs, aux activités à risque, etc., etc. Donc, ils se trouvaient dans une situation d'inégalité, même d'injustice. Et si on dit aux États-Unis, quartier défavorisé peuplé par des Afro-Américains, il va sans dire qu'on est face à un phénomène raciste, c'est-à-dire un phénomène qui suit plus ou moins les divisions entre la communauté blanche et la communauté noire ou la communauté colorée, pour ainsi dire, aux États-Unis. Un deuxième élément de leur revendication était leur pauvre accès au processus de décision. Bien sûr, ces décisions sur la localisation des dépôts, des activités à risque, il y a comme en France des procédures de décision, il y a toute une série de réglementations autour de l'aménagement du territoire, etc. Mais la revendication de ce mouvement Environmental Justice était de dire nous n'avons pas un accès égal à ces processus de décision. Donc, on voit leur double revendication. D'une part, cette exposition disproportionnée et d'autre part, leur manque de voix, leur manque d'accès, leur manque d'influence sur les processus pertinents à la localisation de ces activités. Dans un premier temps, bien sûr, on parle d'un mouvement qui a vu, comme je le disais, qui a vu le jour dans les années 80, mais très vite, leurs revendications ont été confirmées par des recherches scientifiques, scientifiques. Un livre très important que j'ai référé sur le diapo précédent est un livre de Bullard, Dumping in Dixie, où il parle des dépôts d'ordures, où il parle des incinérateurs de déchets domestiques et autres, et dans ce livre, il constate vraiment le biais dans la localisation de ces activités de risque. Il y a un autre livre de Bryant and Mohay de 90 encore, et là encore, très systématiquement, sur des bases statistiques, ces auteurs confirment le biais dans la localisation de ces activités à risque. Si quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous sont à la recherche du matériau empirique sur la France, il faut absolument consulter les livres et les articles de Lucie Lorient, qui, dès l'année 2008, mais depuis ce moment, elle a publié beaucoup d'articles sur le même sujet, soit sur la situation autour de certaines villes en France, soit sur la situation de certaines régions qui encore sont plus ou moins la victime de cette localisation disproportionnée des activités. Puis, ça me mène à une question dont je n'ai pas une réponse, c'est-à-dire, on a vu émerger des mouvements environmental justice au Canada, on a vu un mouvement pareil en Australie, même en Nouvelle-Zélande, ce qui n'est pas sur mon diapo. Et la question est très pertinente. Pourquoi n'a-t-on pas vu émerger des tels mouvements en Europe? On pourrait d'ailleurs on pourrait argumenter que les Gilets jaunes peut-être sont une forme, une nouvelle expression, une autre expression avec des revendications plus ou moins similaires que ceux de ces mouvements au Canada, aux États-Unis, en Australie et autres. J'ai mis sur le diapo 3 hypothèses qui ont été mises en avant par divers auteurs
pour expliquer, pour comprendre pourquoi un tel mouvement n'a pas vu le jour en Europe. Premièrement, peut-être que les disparités, les inégalités en Europe sont moins profilées qu'aux États-Unis, au Canada et en Australie. Honnêtement, j'en doute sur cette hypothèse et sa validité. Deuxième hypothèse, on dit que peut-être les revendications sociales ont été impliquées mieux en Europe par les mouvements écologistes plus classiques. Donc, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de quoi pour voir émerger un tel mouvement en Europe. Troisième élément, encore très discutable, on dit que les possibilités, les opportunités pour la participation dans les processus de décision en Europe en général, en Europe de l'Ouest en particulier, sont bien plus développées et donc l'accès à ces processus est beaucoup mieux garanti en Europe qu'en comparaison avec les États-Unis, où vraiment cet accès est très disproportionné et favorise l'accès des classes supérieures plutôt que c'est le cas en Europe. Encore, ce sont trois hypothèses qui, toutes les trois, pour moi, restent à être discutées. Aucune de ces trois a été vraiment validée de manière convaincante. Donc, si jamais quelqu'un de vous est à la recherche d'un sujet intéressant pour rechercher ces hypothèses, il y a une occasion de faire une recherche qui n'a pas été faite jusqu'ici. Puis, on peut discuter si le mouvement de la justice environnementale aux États-Unis est vraiment un mouvement récent. Oui, il est vrai que ce mouvement a vu le jour, comme je disais, dans les années 80-90, avec un peu de retard dans d'autres pays encore, mais je crois qu'il faut absolument voir qu'il y a une ligne entre ces mouvements récents d'une part et les mouvements beaucoup plus classiques, beaucoup plus vieux, les mouvements protestataires contre l'exploitation des ressources naturelles dans les pays du Sud, les mouvements protestataires contre l'appropriation des sols, l'exploitation des forêts, l'exploitation des mines, etc., dans les pays du Sud. On a tendance plutôt à catégoriser ces derniers mouvements dans le anticolonialisme. Mais si on prend un peu de distance, je crois que les argumentations, les revendications de ces mouvements plus anciens et de ces mouvements plus récents sur les inégalités environnementales, en fait, sont assez similaires. Et puis, je voudrais prendre un moment pour parler du paradoxe des parcs nationaux. Vous savez sans doute que durant la période de la colonisation, les nations, les États-nations du Nord, pour être très schématique, ont fait établir des parcs nationaux dans beaucoup des pays du Sud, mais presque dans tous les cas au détriment de la population locale. D'ailleurs, ceux qui ont visité les États-Unis savent très bien que les parcs nationaux bien connus aux États-Unis, Yellowstone, Yosemite Park et les autres, ont tous été établis sur des sols dans des régions qui, avant la colonisation des États-Unis, étaient habitées par les First Nations, par les Indiens, par les populations indigènes de l'Amérique du Nord,
comme d'ailleurs c'était le cas dans l'Amérique du Sud. Donc voilà déjà une forme d'inégalité vis-à-vis de la nature, un accès et un accès forcé aux ressources naturelles qui a été battu pendant cette période de colonisation et avec laquelle on a vu émerger ici et par là des mouvements de protestation et de contestation. Et puis, bien sûr, je ne vais pas aborder aujourd'hui le changement climatique, mais en des termes généraux, on peut dire que le changement climatique va exacerber, et pour ma part est en train déjà d'exacerber les inégalités en termes d'exposition, l'exposition des uns et des autres des régions du nord et du sud sera différente, est déjà différente en termes de précipitations, en termes de sécheresse, en termes îles de chaleur, etc. On voit déjà les inégalités qui sont en train de monter plutôt que d'être battues. Et bien sûr, il y a les inégalités en termes de résilience. Si on compare les capacités des différents pays à se défendre, à se protéger contre les impacts et les effets du changement climatique, on voit très clair les grandes différences entre les capacités des uns et des autres, comme on le voit d'ailleurs en ce qui concerne leur attaque ou leur manière de gérer la crise autour du Covid-19. Et moi, j'ai tendance à dire la vulnérabilité, c'est le résultat de l'exposition d'une part et les capacités de résilience d'autre part. Et donc, il va sans dire que les vulnérabilités vis-à-vis le changement climatique sont absolument disproportionnées entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et l'Amérique latine et beaucoup d'autres pays dans le monde. À ce moment, on ne voit pas encore vraiment un mouvement mondial sur ce thème des inégalités climatiques, mais bien sûr, ceux qui suivent un peu ce qui se passe sur les conférences internationales autour du changement climatique, ils savent très bien que c'est une thématique qui joue ces différences entre les pays est un des points, un des enjeux très sensibles dans ces négociations internationales sur le changement climatique. Et bien sûr, les pays du Sud, en termes généraux, sont preneurs d'aide pour pouvoir monter leur résilience en termes financiers, en termes de technologie, en termes de capacité scientifique, etc., pour essayer d'augmenter leur résilience et donc de diminuer la vulnérabilité de leur population. Bon, voilà où le mot inégalité environnementale est originaire. J'ai, pas par hasard, jusqu'ici, utilisé différents termes et il faut dire deux mots sur les sensibilités différentes autour de ces termes. Ces termes, même s'ils sont utilisés dans un vocabulaire scientifique, sont presque inévitablement tous des termes normatifs. En anglais, on parle de justice, on parle de fairness, on parle de equity, et bien sûr de injustice and inequity, et on parle de racisme, racisme. Il y a toute une autre série de concepts, mais on voit très clair les différences entre ces termes, leur degré différent de normativité. Et on dit ça en même temps,
on voit très clair que ces termes font tous référence au fait que les inégalités environnementales convergent, ont tendance à converger avec des inégalités socio-économiques, des inégalités socio-culturelles, des inégalités ethniques, des inégalités politiques, etc., etc. Pendant que j'étais en France, c'était pas ma première visite en France, bien sûr, dans cet hiver, mais en France aussi, il y a divers termes. Le terme le plus neutre, il me semble, c'est disparité. Un terme déjà un peu plus normatif, c'est le terme inégalité. Le terme iniquité fait référence aux impacts des mesures et des actions publiques dans le domaine de l'environnement. Et puis, il y a le terme justice ou injustice. Ça m'a frappé, et quelques-uns de vos collègues m'ont expliqué, que le terme injustice ne s'utilise pas dans des rapports de recherche, dans des rapports officiels, dans des rapports de recherche qui ont été financés par l'État. Apparemment, le républicanisme français joue ici et ne permet pas de parler d'injustice. Donc, on parle de disparité, d'inégalité, peut-être d'inéquité, mais injustice est un mot en français à ne pas être utilisé puisqu'il est pris comme être trop normatif, trop politique et donc trop sensible. Je crois qu'il est important de revenir sur la double revendication du mouvement dont j'ai parlé et de dire qu'en des termes scientifiques, on parle d'inégalité distributive d'une part et d'inégalité procédurale d'autre part. L'inégalité distributive, là, on parle de l'exposition disproportionnée, comme je l'ai évoqué, exposition à la pollution, au risque ou, bien sûr, à l'inverse, un accès limité aux biens communs, penser à l'eau potable dans certaines conditions dans les pays du Sud, penser à l'énergie, penser à des zones vertes, penser à l'entrée, à l'accès au parc, etc., etc. Donc, inégalité distributive, d'une part, aux biens communs, d'autre part, on pourrait dire inégalité distributive en termes d'exposition aux maux. Et d'autre part, on parle d'une inégalité procédurale. Là, on fait, ça c'est clair, référence à l'accès inégal et à l'influence inégale en ce qui concerne les processus de décision. Cette distinction simple date des années 90. Là, on revient en fait, on fait l'écho, on pourrait dire, de la double revendication du mouvement sur les inégalités environnementales aux États-Unis, en parlant d'inégalités distributives d'une part et procédurales d'autre part. Désormais, le vocabulaire aussi en France est devenu de plus en plus complexe avec d'autres termes que je voudrais partager avec vous, puisqu'il faut les reconnaître et ils font partie du débat, ils font partie des démarches scientifiques des uns et des autres. Un élément neuf, c'est que dès l'émergence du changement climatique, il y a beaucoup plus d'attention vis-à-vis les inégalités de contribution aux problèmes environnementaux. C'est-à-dire les classes supérieures, les déciles les plus hautes en termes de revenus, il est clair qu'ils contribuent plus en termes de consommation d'énergie, en termes de mobilité, en termes de habitat, en termes d'occupation des sols, qu'ils contribuent beaucoup plus
aux problèmes environnementaux, au changement climatique en particulier, que les déciles, les moindres déciles, les classes moyennes et les classes défavorisées en termes de revenus. Puis, comme je dirais, il y a cette inégalité d'accès aux biens communs, un thème qui, sur Bordeaux, a été beaucoup développé par les gens qui font la recherche sur l'établissement des parcs nationaux. Je fais référence ici aux travaux de Valérie Deldrève et son équipe à l'ex-IRSTEA, maintenant INRAE, qui a fait des recherches un peu partout dans le monde d'ailleurs sur ces inégalités d'accès aux biens communs, aux zones vertes, aux parcs, les possibilités de s'échapper à ces risques dans les zones suburbaines en France, comme je disais ailleurs. Puis il y a toujours cette inégalité d'exposition, comme je disais, abordée dans les travaux de Lucie Lorient surtout, et puis de plus en plus dans les évaluations des actions publiques par les politistes, par les juristes, par des économes, par l'économie, les économistes, il y a de plus en plus un accent sur les inégalités en termes des efforts demandés par les autorités publiques dans l'action, par exemple, dans les stratégies pour battre le changement climatique. Et là, en France, on se trouve devant un exemple absolument par excellence, les taxes carbone qui, comme vous le saviez mieux que moi, qui ont fait déclencher en novembre 2018 le mouvement des Gilets jaunes. Et en plus, on parle encore des inégalités, de ces impacts des mesures politiques. Par exemple, si le gouvernement français, comme d'autres gouvernements dans le monde entier et en Europe en particulier, subside le photovoltaïque, le PV c'est le photovoltaïque, ou s'il subside les voitures électriques, quelles sont les classes, quelles sont les catégories de la population qui en profitent le plus? Bon, c'est clair dans les analyses des économistes, dans les analyses des politologues, des politistes, pardon, que ce sont certaines catégories de la population qui en profitent plus, qui en bénéficient plus que d'autres catégories. Donc là encore, on se trouve devant une inégalité en termes de la participation et des opportunités de pouvoir participer aux bénéfices qui ont été prévus dans ces stratégies et dans ces mesures prises par les autorités publiques. Donc, vous voyez que la simple distinction de inégalité distributive d'autre part et inégalité procédurale d'une part et inégalité procédurale d'autre part a été complexifiée, a été élaborée, on pourrait dire, en des termes empiriques, a donné lieu à des recherches sur ces différents domaines, sur ces différents axes du domaine des inégalités environnementales. Et vous comprenez très bien que certains de ces thèmes et que certains de ces concepts sont adressés surtout par les économistes, comme je dirais, tandis que d'autres sont le terrain, le domaine préféré des juristes, des géographes, de ceux qui s'occupent de l'aménagement du territoire, d'autres qui s'occupent des mesures fiscaux pour battre le changement climatique, etc. Donc, vous voyez, je l'espère, un terrain qui est de plus en plus pluridisciplinaire. Et donc, vous comprenez, j'espère, quelle était ma mission durant ma venue sur Bordeaux dans les mois précédents. J'ajoute
une autre complexité conceptuelle, c'est-à-dire inégalité, oui, mais inégalité entre qui? On peut constater que les mouvements dont je vous ai parlé se sont engagés surtout dans les luttes au niveau local, c'est-à-dire dans des zones urbaines, voire dans des zones suburbaines, pour protester contre encore la localisation d'une activité à risque industriel ou autre, encore une autoroute, encore un incinérateur de déchets, etc. Là, on se trouve sur le niveau local, urbain, on va dire. Mais depuis que cette thématique de l'inégalité environnementale s'est développée, on a dû distinguer de plus en plus les différentes échelles et donc, par conséquent, les différentes unités d'analyse. On peut constater les inégalités entre individus. On peut, j'espère que ça vous est clair à ce moment, faire le constat des inégalités entre catégories socio-économiques, catégories socio-culturelles, ethniques, politiques et autres. On peut bien évidemment voir comment les différents territoires sont impactés de manière inégale par exemple, le changement climatique. Et là, on le voit du local au mondial. C'est autre chose si on habite les bergers d'une rivière ou si on habite la montagne. Donc, en France, comme en d'autres pays en Europe, on peut constater de grandes inégalités, de grosses inégalités d'exposition vis-à-vis de différents territoires. Et bien sûr, on peut élargir, et il faut élargir le domaine de recherche du local au mondial. De même pour les pays, il ne faut pas l'élaborer, je crois. Il y a bien sûr un axe de recherche sur les inégalités entre générations. Pour les médecins qui vous êtes ou qui vous êtes en train de former, il faut rappeler la canicule de 2003, où une certaine génération, comme dans le Covid-19 d'ailleurs, dans lesquelles on voit très clair que c'est une certaine génération qui est impactée de manière inégale vis-à-vis d'autres. Et il y a bien, un dernier mot sur ces concepts, il y a bien sûr des chercheurs qui disent on doit même parler des inégalités entre les espèces humaines d'une part et les espèces non humaines d'autre part, si on parle vraiment des inégalités environnementales. Ce sont tous des sujets que je ne vais pas aborder aujourd'hui, ça nous mènerait absolument trop loin. Juste pour faire sûr que mes exemples sont clairs, encore une fois, à l'échelle locale, on voit cette convergence des inégalités socio-économiques avec ces inégalités d'exposition au risque et ces inégalités dans les capacités de réagir, dans les capacités de résilience. Et ces processus sont souvent renforcés par ce que l'on appelle en anglais gentrification, c'est pas un mot français, mais bon. Hein. Gentrification dans un quartier d'une ville provoque très souvent son inverse, une sorte de périphéralisation dans un autre quartier de la ville. Le mot périphéralisation que vous trouvez en bas de ce diapo est surtout appliqué sur des régions un peu lointaines, des régions un peu marginalisées en termes économiques et politiques, souvent avec une culture d'acceptation qui risque de devenir
les sites préférés pour des activités à risque. En France, j'ose penser au nord-est et à d'autres régions qui sont un peu dans la périphérie de la France et où on voit une concentration de certaines activités à risque. Ceux qui connaissent un peu euh, euh, la Normandie, bien sûr, il y a La Hague, et ceux qui suivent un peu les autres actualités autour des déchets nucléaires peuvent comprendre pourquoi on a choisi Bure dans le nord-est pour y parler de la localisation d'un déchet géologique, d'un dépôt géologique des déchets nucléaires. Ça nous aide, ces concepts nous aident donc à mieux comprendre ces choix de localisation, ces décisions. À l'échelle mondiale, juste quelques exemples, sans doute quelques-unes et quelques-uns de vous savent comment sur les larges du Bangladesh, il y a une ville, Chittagong, dont vous voyez une photo à droite, à haut dans ce diapo, où des travailleurs sont en train de démolir des navires dans des circonstances de travail qui sont absolument hors catégorie. Là, on voit donc la convergence entre les inégalités dans des conditions de travail d'une part et les inégalités environnementales d'autre part. Le même joue au Ghana, près de la ville de Agbogblochi, où beaucoup de pays d'Europe exportent leurs déchets électroniques. Et là encore, il y a des énormes risques en termes de conditions de travail, en termes de conditions environnementales. J'ai pris quelques exemples sans doute connus par les unes et les autres entre vous, mais juste pour vous faire clair de quoi exactement on parle si on parle d'inégalité environnementale. J'ai parlé de différentes échelles. Il faut constater qu'à chaque échelle, bien sûr, on voit d'autres mécanismes, de mécanismes typiques, comme j'ai appelé gentrification, mais d'autre part, on voit des mécanismes similaires, des mécanismes pareils. C'est-à-dire, on voit des cercles vicieux d'incapacité, on voit un manque de moyens de protection, on voit le manque d'accès à la décision. En bref, on voit vraiment l'incapacité d'organiser une forme de résilience. Et donc, on arrive dans une situation d'extrême vulnérabilité, comme vous le voyez dans ces deux images, dans ces deux photos, l'une du Bangladesh, l'autre du Ghana, dans deux coins tout à fait différents du monde, mais on voit là, en fait, des formes de néocolonialisme qui sont toujours là aujourd'hui. Et puis, dernier point de ce diapo, oui, il y a des causalités spécifiques et des causalités particulières dans tous ces cas, mais on voit en même moment, on voit dans tous ces cas une causalité cumulative, manque de revenus, manque d'éducation, manque d'accès au processus de décision, manque d'opportunités protestataires, manque d'opportunités de se mobiliser contre ces inégalités. Et donc, on voit une accumulation de ces mécanismes d'inégalité dans tous ces cas. Bien, donc, si ces cas sont différents, il y a une grande similarité, il y a pas mal de mécanismes pareils et similaires dans tous ces cas. Bon, j'arrive au dernier point. Quelques exemples Peter, dans la médecine. Peter, tu m'entends? Vous voyez à droite une carte qui date
de la période du choléra à Londres dans le 19e siècle. Et vous connaissez sans doute cette carte qui a été établie par un praticien, par un médecin généraliste, John Snow. Et sur cette carte, il a identifié quels sont les points, c'est de l'épidémiologie primaire, on pourrait dire, et on voit très clair, il a cartographié les points essentiels de ce choléra, et il pourrait, comme ça, il pouvait faire le lien avec les conditions de l'habitat, avec la qualité de l'eau potable, avec toute une série de mesures hygiéniques, sanitaires, etc., qui pour lui représentaient des inégalités vis-à-vis le choléra. On peut parler des incidences inégales en ce qui concerne les accidents de travail, une thématique qui est émergée durant le 19e siècle lui aussi. On peut, dans le 20e siècle, parler de la diffusion inégale des vaccinations, des programmes de vaccination. Là, on voit très bien comment ces programmes et l'inégalité de leur implémentation et de leur élaboration et de leur mise en œuvre en différents pays sont dépendants des conditions environnementales, politiques, économiques, etc., dans ces pays différents. Et bien sûr, il va sans dire, on vit tous et toutes la crise du Covid-19. On voit très bien son impact inégal. Par exemple, la communauté noire aux États-Unis est impactée de façon à 200% que la communauté blanche par les impacts de cette crise. Donc on voit très clair, là encore, la convergence entre inégalité environnementale, inégalité médicale, inégalité sociale, économique et politique. Et donc, il y a une convergence entre tous ces formes. Peter, il te reste 10 petites minutes pour qu'on puisse discuter un peu après. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Je reviens sur cette idée de bien commun. Pour moi, la santé, c'est un bien commun. Le système de la santé est une responsabilité commune. Et on y voit très bien divers types de disparités. Comme j'ai parlé des zones vertes et des parcs nationaux, en termes de biens communs, on peut constater les mêmes inégalités, les mêmes disparités dans le système de la santé, l'accès au système, les inégalités aussi au sein du système qui ont été évoquées en ce qui concerne les disparités entre les EHPAD versus les soins intensifs, en France comme ailleurs en Europe. Et on voit en plus ce qu'on appelle dans la littérature un effet Mathieu, c'est-à-dire les politiques publiques tendent à accroître encore les disparités entre les classes supérieures, ceux qui savent comment se donner accès au système et ceux qui ont moins d'opportunités pour arriver à se faire un accès à tous ces systèmes des biens communs. Bon, je crois, vu l'intervention de Simone, que je saute ce diapo-là. Oui, et j'arrive. C'est un article que, et je ne suis pas en train de flatter ici, hein, mais c'est un article que je vous consulte de lire en détail si vous en avez le temps et l'intérêt, bien sûr. Un article, comme je disais, publié très récemment par Alain Garrigou, Isabelle Baldi et autres, sur les équipements de protection personnelle dans la viticulture. Je saute
leur discussion, qui n'est pas à moi à le discuter, sur le fonctionnement technique de cette protection personnelle. Mais il faut se réaliser si ce fonctionnement technique et cette protection personnelle est dans presque tous les cas une précondition pour qu'un produit soit autorisé sur le marché. Ils discutent le fonctionnement technique de cette protection. Plus important pour moi, dans leur article, c'est de voir qu'ils parlent d'une série de variables qui, en fait, font l'écho des diverses échelles que j'ai abordées. C'est-à-dire que l'utilisation de cette protection personnelle, cet équipement de protection personnelle, dépend de l'individu, dépend du propriétaire, dépend de la filière, dépend des autorités publiques, dépend des producteurs de pesticides et des producteurs d'équipements. Donc, on y voit représenter toutes les échelles que j'ai abordées, de l'individu au mondial, des aspects cognitifs, information, des aspects économiques, la position sur le marché, les aspects juridiques, les autorités publiques, l'autorisation d'un produit sur le marché, etc. Donc, on voit dans cet article, c'est pour ça que je vous consulte de le lire en détail, on voit très bien exemplifier les différentes échelles, les différentes disciplines impliquées dans la reproduction des inégalités environnementales. Bref, on y voit comment ces inégalités environnementales sont fabriquées et sont reproduites. Je me stoppe ici en vous remerciant de votre attention et en vous donnant l'opportunité de poser des questions et de discuter pendant un petit minute.